Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Cette émission, vous la connaissez, elle s'appelle Flash Talk. C'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est dans le 19e arrondissement de Paris, la cité des sciences et de l'industrie, pour un sujet un petit peu angoissant. Oui. La fin du monde. Eh oui, elle a déjà été annoncée tellement de fois, mais cette fois, le constat des scientifiques est là, terrible, implacable. La dégradation de notre planète semble inéluctable, que ce soit au niveau du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles. Alors, notre civilisation est-elle condamnée à disparaître? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui faites ce débat. Vous y répondez autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook aussi, en likant notre page officielle. C'est Damien, aujourd'hui notre community manager. À côté de lui, vous reconnaissez Mickaël, notre cartooniste de la semaine. Et puis c'est aussi, vous le savez, Flash Talk, une émission intégralement filmée, captée au smartphone. Le public participe. Qui a envie de filmer l'émission? S'il vous plaît, je vais aller voir monsieur ici. Et mademoiselle aussi, attention, fin du monde. Tu commences, tu appuies sur start, ça va être la fin du monde. Je te le dis. Ok, elle est déjà partie en fait. Allons-y Sonia. Allez, c'est parti. Alors, pensez-vous que la fin du monde est proche? Qui a envie de répondre à cette question? Bonjour mademoiselle. Bonjour, Comment vous appelez? Mathilde, Mathilde. D'où vous venez Mathilde? du Châtillon et mes parents sont originaires de l'Outre-mer, donc La Réunion. La Réunion. Parlez un petit peu plus fort pour que tout le monde puisse bien vous entendre. Ne soyez pas timide. Alors, la fin du monde, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous vous dites c'est pour bientôt? Est-ce que ça vous inquiète? Quand on voit l'état actuel de l'écologie, les choses comme ça, notamment aux infos, on en parle pas mal et c'est vrai que c'est inquiétant quand même sur ce point de vue-là. Est-ce que c'est la fin du monde? Je pose la question aussi autour de ce tapis. Bonjour monsieur, c'est quoi ton prénom? Damien, Damien, tu viens d'où toi? de Taïwan. De Taïwan. Pour venir à Flash Talk, ça fait quand même cher la participation à l'émission? Ok. Fin du monde. Est-ce que tu crois que c'est la fin du monde? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la fin du monde? les gens ils protègent la terre, sinon la terre ça fait mal. Ah ouais, donc il vaut mieux la protéger, sinon, parce que la Terre a mal actuellement. Je pose la question à monsieur, comment ça va? Ça va et toi? On s'est déjà vu dans l'émission. Hein. Souvent, oui. Ton prénom, rappelle-le nous. Cyril, Et toi, tu viens d'où Cyril? Montreuil, enfin Montreuil-Gagny, j'habite à Montreuil. Ah, d'accord. Ah, il cherche, il ne sait pas, il ne sait pas encore où s'installer. Ça va venir. Si vous êtes à Montreuil ou Gagny, dites-lui. Vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux, aidez-le à s'installer dans l'une de ces villes. Fin du monde ou pas? Je pense, oui. Après, j'en suis pas sûr. Après, Bon, on va avoir toute l'émission de toute façon pour se faire un avis. Vous aussi, vous n'oubliez pas, vous réagissez sur les réseaux sociaux. J'attends vos commentaires ici. Et pour se faire un avis, on va poser ce débat avec quelques chiffres, comme d'habitude. C'est le Data Flash de Juliette Jean. Au cours de l'histoire, la fin du monde a été annoncée près de 200 fois. Ainsi, nous aurions dû nous éteindre après le grand bug informatique de l'an 2000 ou suite à une série de catastrophes naturelles en 2012 selon le calendrier Maya. Pour l'instant, nous sommes toujours là. Mais vu l'état du monde, la fin pourrait être plus proche qu'on ne le croit. En novembre 2017, plus de 15 000 scientifiques signaient un manifeste d'une ampleur inédite. Car sur 9 indicateurs mondiaux, un seul, la couche d'ozone, se porte mieux. Les autres sont au rouge vif. Depuis 25 ans, la quantité d'eau potable disponible par habitant a baissé de 26%. Et ça ne risque pas de s'arranger puisque nous serons 11 milliards d'êtres humains en 2100. Nos forêts, poumons de la planète, meurent. En superficie, nous avons perdu l'équivalent de l'Afrique du Sud entre 1990 et 2015. La biodiversité s'éteint. Nous avons déclenché un phénomène d'extinction de masse, le 6e en 540 millions d'années, le dernier étant celui des dinosaures. D'ici la fin du siècle, de nombreuses espèces comme le guépard, le lion ou encore l'orang-outan pourraient disparaître. A l'inverse, les émissions de CO2, elles, n'ont toujours pas disparu ni même diminué. Et si on continue comme ça, le réchauffement climatique va empirer. Conséquence, de plus en plus d'incendies, d'ouragans, d'inondations et les déplacements de populations qui vont avec. Alors l'apocalypse, c'est pour quand ? Et je me tiens aux côtés d'un comédien que vous connaissez puisque vous l'adorez, c'est Lambert Wilson. Bonjour Lambert, vous allez bien?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous, engagé, vous le savez sûrement aussi, de longue date pour la défense de la planète, depuis près de 20 ans, aux côtés de Greenpeace. D'ailleurs, vous avez signé cette tribune. Il est temps d'être sérieux après la démission du ministre Nicolas Hulot, engagé aussi dans la campagne #ZeroHunger, lancée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On regarde un extrait du clip. Une autre sécheresse, une autre famine. Rien de nouveau. Des millions de personnes sont au bord de la famine. Est-ce que quelqu'un s'en inquiète encore? Mais parfois, il semble que c'est juste un titre dans les nouvelles, loin de nous et de notre attention. Ce n'est pas un gros titre, c'est la réalité. Dans quelques années, il y aura 10 milliards de personnes sur Terre. Combien vont encore souffrir de la faim? Une crise alimentaire après l'autre, le nombre de personnes affamées à travers le monde est en hausse. Et les causes? Sécheresse, inondations, mais aussi nos guerres, nos conflits et notre violence. Lambert Wilson, pour vous, est-ce que si on fait rien, on va inéluctablement vers la fin? Alors quand on pose la question, est-ce qu'il est urgent de sauver la planète? Je dis non, c'est pas urgent, c'est trop tard. Alors moi je suis radical sur ça. Si on continue comme on l'a fait, on s'en sortira pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de scientifiques lors des expéditions que j'ai pu faire avec Greenpeace. Je vais en citer un, Serge Plane. Il s'occupe des coraux, il est au CNRS. Il dit si on ne change pas le système économique, c'est la destruction de la biodiversité, mais aussi de la vie sur Terre pour les hommes, parce que nous sommes tous imbriqués dans un système par rapport aux plantes, à l'agriculture, aux insectes, à la vie sur Terre. Donc, je dis au revoir au monde. Alors, je suis vieux et je suis heureux de ne pas avoir d'enfants, parce que je ne voudrais pas du tout leur léguer le monde qu'on est en train, non pas de leur préparer, parce que ça fait un moment qu'on le prépare, depuis la révolution industrielle, en fait, on prépare le monde qui est en train d'agoniser sous nos yeux. Moi, j'habite à la campagne, je peux vous dire que c'est de pire en pire, toutes les rivières sont polluées, l'agriculture intensive a complètement dévasté la biodiversité, et ça, c'est... on connaît le problème du plastique dans les océans, c'est catastrophique. On est sur cette terre comme sur un bateau, et on saccage le navire qui nous porte et qui nous sauve et qui nous fait vivre. On le saccage. Alors, le problème, c'est qu'on attend tout des gouvernements, on attend des gestes forts. Ma mission, c'est de dire au public, reprenons notre responsabilité individuelle, réfléchissons à nos actes. On peut choisir de ne pas consommer des aliments qui sont enveloppés dans du plastique. On peut choisir de voyager moins. On peut choisir de réfléchir à son empreinte carbone. On peut effectivement manifester pour changer les actions des gouvernements, mais avant tout, analysons nos gestes du matin au soir. Mais Lambert, ça veut dire qu'il faut être résigné? On ne peut pas améliorer un petit peu la situation? On améliore la situation en réfléchissant à ses propres actes et en essayant de se comporter bien sur ce navire que je vous décrivais. Il faut se responsabiliser soi-même. On a été victime du piège de la consommation. Mais à un moment donné, on ne peut pas, simplement parce qu'on met les choses dans la poubelle, se dire qu'elles n'existent plus. Il faut réfléchir à toutes nos actions depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Et c'est cette prise de responsabilité individuelle pour laquelle je lutte. Merci Lambert, vous restez avec nous tout au long de l'émission. On a besoin de votre voix qui porte. Et je suis moi avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, ancienne eurodéputée, avocate spécialisée sur la protection de l'environnement et vous chapeautez également de nombreuses associations. On vient d'entendre ce constat de Lambert Wilson qui est particulièrement sombre, particulièrement pessimiste. Vous partagez ce pessimisme aujourd'hui? Alors je partage à 100% le constat. Et le double constat, c'est-à-dire le constat de la situation et le constat que nous sommes en face d'une certaine impuissance des pouvoirs publics. Et que si ce n'est pas la société civile qui prend les choses en main, on est complètement fichu. Là où je serais peut-être un poil moins pessimiste, c'est sur la capacité de faire. Le risque majeur, c'est effectivement celui de l'effondrement de la civilisation. Si nous prenons 3,5 degrés, 4 degrés, le GIEC parle aujourd'hui probablement de 3, ça veut dire des millions de personnes déplacées, ça veut dire un manque criant de ressources, ça veut dire des pertes de territoire, ça veut dire des guerres, ça veut dire des violences, ça veut dire un monde en totale ébullition. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, parce que notre responsabilité, je parle de ma génération, c'est-à-dire celle des seniors aujourd'hui, est absolument immense. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de tout faire, pour changer vite
notre mode d'organisation économique, et 2, pour travailler massivement sur ce qu'on appelle l'adaptation et la résilience, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter à un changement qui est déjà là. Et il y a énormément de choses à faire, à la condition de bien vouloir changer le modèle économique, arrêter par exemple de filer plus de 500 milliards par an aux industries fossiles, au hasard. Mettre enfin une taxe carbone à un niveau très élevé pour changer nos modes de consommation. Mais ça, c'est du ressort des politiques, pas des citoyens. Oui, c'est possible, mais nous, ce qu'on peut faire, d'abord, il y a les citoyens, puis il y a les organisations. Il faut bien voir que le problème majeur, il est quand même au niveau de l'attitude des entreprises et de la finance internationale. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas nos responsabilités. Simplement, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras. Ben, nos petits bras, ils nous permettent de faire l'usage de notre porte-monnaie et notre usage de consommateur. C'est-à-dire d'arrêter d'acheter des produits d'entreprises qui se conduisent mal ou d'acheter des produits qui, eux, sont mauvais pour notre vie future. On n'évitera pas le changement rapide et brutal. Ça, je crois que c'est fini. Et on évitera la catastrophe à condition de changer très vite, c'est-à-dire pas pour 2050 ou 2040, pour maintenant, c'est-à-dire un programme très clair d'ici 2020, 2025 et 2030. Corinne Lepage est un poil plus optimiste que vous, Lambert. Juste une chose simplement, le public, les politiques sont avertis. Il y a eu Kyoto, il y a eu Rio, il y a eu Paris, etc. Les chiffres s'aggravent, c'est ça la catastrophe. La production du plastique étant montée permanente, les gaz à effet de serre ne sont pas réduits. Le problème, c'est qu'on est avertis et que rien ne change. Mais pourquoi ? Parce que nos habitudes ne changent pas. On ne veut pas renoncer à ces habitudes acquises. À un moment donné, il faut qu'on remette en question notre mode de fonctionnement. Car en fait, malgré ces avertissements à très haut niveau international, ça s'aggrave. C'est pas que ça se stabilise ou que ça baisse un petit peu, ça s'aggrave. Rien ne change peut-être parce que c'est pas si grave que ça. Regardez, je me tiens à côté d'une personne qui a le sourire. Justement, vous avez peut-être lu son ouvrage « À qui profite le développement durable ». Bonjour Sylvie Brunel, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Sylvie, vous êtes géographe, prof à la Sorbonne, spécialiste des questions de développement. Vous avez le sourire parce que pour vous, la planète est peut-être pas si menacée que ça. Alors la planète, elle s'en sortira toujours. C'est l'humanité sur la planète qui pose la vraie question. Mais ce que je constate en tant que géographe, c'est que la situation peut être rectifiée, que la mobilisation de ces énergies a considérablement changé la situation d'un grand nombre d'êtres humains. Nous vivons plus longtemps, nous vivons mieux. Un grand nombre de personnes sortent de la pauvreté. Les énergéticiens travaillent à des énergies renouvelables. Ils travaillent à ce que nous vivions de mieux en mieux, de plus en plus longtemps. Et ce qu'on constate, c'est que chaque fois que les gens vivent mieux, chaque fois qu'il y a des classes moyennes dans le monde, les gens sont préoccupés de leur environnement. Et à ce moment-là, ils mettent en place des politiques de préservation des milieux. On le voit par exemple en Chine. On voit des gens qui, aujourd'hui, ne sont plus pauvres et disent nous, on veut que le milieu dans lequel nous vivons soit un milieu agréable pour nos enfants. Mais alors vous, qu'est-ce que vous pensez de l'écologie, du discours écologiste ? Est-ce que vous le trouvez trop punitif ? Alors oui, je trouve que malheureusement, quand on est trop accusateur, on décourage les bonnes volontés. C'est-à-dire que les gens se disent, puisque tout est foutu, laissons tomber. Alors que si on dit, on a des solutions, nous pouvons réussir ensemble à un monde meilleur, il n'y a personne qui est en trop sur cette terre. Parce que si on dit qu'il y a des gens en trop, c'est qui ? C'est vous ? C'est moi ? C'est Lambert ? C'est Corinne ? Non. Moi, je suis en trop. Bon, Lambert dit qu'il est en trop. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin de lui. On a besoin de son cri d'alarme. Mais chaque vie compte. Et chaque vie, quand les gens vivent mieux, eh bien, ils se mobilisent ensemble pour trouver des solutions. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément à ce que la fin du monde n'est pas pour demain. Je peux vous montrer une photo ? Alors attendez, Lambert nous montre une photo. Je sais que tu es à côté. Sonia. Ça, c'est Clipperton, il y a exactement 10 jours. L'archipel de Clipperton, Clipperton qui est à des milliers de kilomètres de la moindre île habitée, de la moindre industrie, etc. Voilà, c'est les plages de Clipperton. Et les nids des oiseaux sont faits uniquement dans des déchets en plastique. Alors, si effectivement, c'est pas alarmant ça, qu'une île qui est à des milliers de kilomètres de la moindre activité humaine soit entièrement remplie de plastique, et ça a été pris par Serge Plane du CNRS il y a exactement 10 jours. Et Sylvie, vous dites c'est pas grave, il n'y a personne. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que je viens du Nord. Le Nord, c'était un bassin minier. La Scarpe, la Deule, c'était des rivières polluées, c'était horrible. Aujourd'hui, la Scarpe, la Deule sont des rivières qui sont devenues propres. Nous avons les moyens de changer notre univers. Et c'est en le faisant ensemble, sans
sans dire c'est foutu, c'est trop grave, ça y est, la fin du monde est programmée, on n'y arrivera pas. Il faut au contraire dire il y a des sommes d'énergie, c'est pour ça que vous faites cette émission, vous allez donner la parole à des gens qui mettent en œuvre des solutions, donc dire oui, il y a urgence, mais oui, nous pouvons agir et nous avons des réponses. Justement, les grandes entreprises, je crois qu'on va en parler dans un instant aussi. Oui, et les propos de Sylvie Brunel ne laissent pas indifférent là où je me trouve. Je suis avec Julien Vosnitsa. Bonjour Julien, vous êtes ancien banquier de formation, fondateur de l'association Wings of the Ocean, qui nettoie les océans du plastique. Et je vous ai vu un petit peu bouillir en écoutant le discours de Sylvie. Oui, j'ai surtout écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi tout va s'effondrer ». Et l'énergie actuelle qu'on essaie de développer dans l'éolien et dans toutes les énergies qu'on considère comme alternatives et comme renouvelables ont aussi des problématiques de flux. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie avec une éolienne. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie avec un panneau photovoltaïque. Donc on a tout un tas de solutions, entre guillemets, qui n'en sont pas à l'échelle de la planète dans une civilisation à 7,5 milliards d'êtres humains. Et sur le discours de Sylvie Brunel qui consiste à dire on a fait des progrès, on va être capable de nettoyer les rivières. Donc vous dites quoi? Vous dites c'est foutu? Non, c'est pas foutu, mais notre civilisation est complètement... on arrive au terme de notre civilisation. Là, le rapport du GIEC va nous donner une augmentation de 3% de la température moyenne du globe. Une augmentation de 3 degrés, ça veut juste dire que la calotte nord-ouest de l'Antarctique fond, ce qui veut dire 6 mètres d'augmentation de niveau des mers. Ça veut aussi dire que tout le nord de l'Afrique va tomber dans des sécheresses majeures. La plupart de l'eau qui est récupérée au nord de l'Afrique provient de nappes phréatiques qui tombent à sec dans les 2 à 10 ans prochains. Donc on va avoir des millions de personnes qui vont migrer. Comment est-ce qu'on peut essayer de penser qu'il va y avoir autre chose que des guerres? Il va y avoir des migrations climatiques et ça ne peut que amener, vu les montées des extrêmes qu'on a en ce moment, à des guerres. Et il y en a déjà des migrations climatiques. On a déjà fait une émission sur le sujet. Oui, Rafale. Ça amène du débat aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Falbala nous dit faut arrêter de repousser la prise en main de la planète. C'est inconcevable de laisser ce carnage empirer sous nos yeux. Ou encore Cachou Emmanuel qui nous dit je comprends l'urgence de sauver la planète. Mais pour le moment, certains cherchent seulement à survivre. Ou encore Vanessa qui nous dit avec nos téléphones pleins de métaux rares, nous sommes des fossoyeurs de la planète et ça, tout le monde s'en fout. C'est vrai que nous, on fait les émissions avec les smartphones, on est tous pleins de contradictions malheureusement. Dans le public aussi, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Christine. Ça va Christine, tu viens d'où toi? Je viens de Paris, mais d'origine guadeloupéenne. Bienvenue en tout cas ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour Flash Talk. On disait tout à l'heure, la fin du monde, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste? C'est foutu. Qu'est-ce qu'on dit alors? Moi, personnellement, je dirais oui et non, parce que depuis le temps qu'on nous parle de la fin du monde, on n'a rien vu. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un petit peu peur. Moi, j'ai des enfants, je suis obligée de prévoir pour eux l'avenir et tout. Alors, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose, mais il faudrait qu'on s'y mette. Il faut se réunir, nous dit-on ici dans le public. On va continuer à aller vous voir, évidemment, tout au long de ce Flash Talk. Et moi, je me trouve aux côtés d'Eliott Lepers. Bonjour Eliott, vous êtes écolo-geek, green activiste, militant de la cause écolo. Vous avez fondé l'ONG Le Mouvement, un mouvement citoyen qui veut faire pression sur les décideurs, notamment sur ces questions-là. Vous êtes l'ancien responsable aussi de la campagne numérique d'Eva Joly en 2012. Est-ce que vous vous préparez, Eliott, à la fin du monde ? Évidemment, mais la fin du monde, elle est permanente. Il y a plein de mondes qui finissent continuellement, et donc c'est pas finalement si grave. La question, je pense qu'il faut fragmenter en fait. Notre monde, en tant que civilisation occidentale principalement, qui consomme énormément, qui produit énormément, il touche sa limite, et c'est plutôt une bonne nouvelle. La question, c'est de savoir quelles sont les conséquences de cette fin. Et la conséquence, et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont être impactées. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que nous, les personnes qui vivons dans les pays les plus riches, qui sont les moins exposés. Donc finalement, nous, on sera les derniers à être touchés par ça. Et quand on voit les images de plastique dans l'océan, on est bouleversé. Mais c'est pas forcément ça qui a une conséquence. D'ailleurs, ça a une conséquence très très faible sur la condition climatique. La pollution la plus grave, elle est invisible, c'est ça? Mais en fait, les dérèglements les plus graves, les dérèglements climatiques, ils sont invisibles. La température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Donc quand on parle d'une augmentation d'1,5 degré ou de 3 degrés, c'est au niveau de la température moyenne. Donc ça veut dire que c'est des écarts qui dépassent ces notions de 3 degrés
qui nous paraissent très, très faibles. Finalement, on se dit, chouette, il va faire un peu plus chaud finalement en septembre, on est plutôt content. Donc, je pense que c'est important de revenir à qu'est-ce qui a une conséquence réelle et notamment pourquoi. Et effectivement, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que notre espèce va pouvoir survivre, parce qu'il y a eu d'autres ères effectivement qui ont tué des espèces, et donc c'est pas forcément une fatalité en soi. Donc c'est une question presque philosophique de se dire est-ce qu'on veut combattre pour la survie de l'humanité, ou bien est-ce qu'on est plutôt intéressé pour la survie de cette perfection, cette espèce d'imaginaire génial qui est la Terre, quoi, et d'avoir effectivement, comme les photos que tu montrais tout à l'heure, Lambert, c'est cette question, effectivement, c'est pas forcément cette île, c'est pas forcément ça qui va nous faire, nous, dans 25 ans, mourir du jour au lendemain. En revanche, c'est un choix philosophique de savoir est-ce qu'on veut saccager cette espèce de beauté magique et savoir pourquoi est-ce que ce serait à notre espèce de saccager ça. C'est ça la question de fond. Alors, la fin du monde, je vous demandais si vous vous y prépariez. Il y en a qui s'y préparent très sérieusement, qui s'organisent en vue de cette fin du monde face au risque de multiplication des ouragans, des inondations. Notre reporter Estelle Janjo a rencontré Steven, qui se présente non pas comme un survivaliste, mais comme un citoyen prévenant. On regarde. Être un prévoyant, c'est toujours anticiper en se créant des scénarios, tout simplement. En se disant, si par exemple demain il y a une inondation chez moi, mon village il est coupé, les magasins ne sont plus alimentés au niveau de la nourriture, qu'est-ce que je fais? Donc au préalable, on va se constituer un petit stock alimentaire. Aujourd'hui, je pense que je peux tenir environ un mois et demi. Donc là, en fait, je vais vous montrer un truc simple que je mets en place lorsque l'hiver arrive, pour pouvoir avoir toujours un petit kit dans mon véhicule en cas de pépin. Donc moi, j'ai un sac de couchage. On peut très bien le remplacer par tout ce qui est plaid ou tout simplement une simple couverture. J'ai aussi avec moi des couvertures de survie. Imaginons que je sois avec mon épouse, mes enfants, et qu'on soit plusieurs dans le véhicule, tout simplement. Là, j'ai une trousse de premier secours. J'ai toujours de l'eau, donc un petit pack d'eau pour pouvoir s'hydrater, c'est important. J'ai été élevé déjà dans ce contexte puisque j'ai grandi aux Antilles, et aux Antilles, on a les tremblements de terre, on a des cyclones, des ouragans. Là, j'ai un rescue-me. Ça, normalement, chaque citoyen devrait avoir ce genre de petits trucs. Donc, avec ce petit marteau, il suffit d'appuyer sur la vitre, de mettre un coup de pression et la vitre, elle se brise. Là, ici, on a une lame. Si sa ceinture est bloquée, ça permet de couper la ceinture de sécurité et pouvoir se désencastrer. Alors, la clé USB, ça, c'est pour la sauvegarde numérique. Alors, dedans, j'ai tout ce qui est scan de ma carte d'identité, mon passeport, tous mes papiers importants, pour qu'en cas de perte, je puisse facilement les faire reproduire. Le survivalisme, Elliot, ça vous parle ? Ouais, je pense surtout ce qui est important, c'est pas forcément de donner des leçons aux autres, c'est pas forcément de vouloir que tout le monde change. En revanche, de faire ce qui nous semble important. Et derrière, effectivement, ça permet de montrer aux dirigeants qu'on est prêt. Parce que derrière, c'est ça qui bloque. Je pense qu'il faut pas qu'on porte toute la culpabilité. Ça, c'est ça le danger, c'est qu'on porte la culpabilité, qu'on se dit, comme je ferme pas le robinet quand je me lave les dents, ça on nous l'a quand même bassiné pendant des décennies, et ben j'ai pas mon mot à dire. C'est pas vrai, on a tous notre mot à dire, on fait ce qu'on peut là où on en est, mais derrière, ceux qui décident, c'est 100 multinationales qui ont les moyens de production entre leurs mains. C'est à eux que la responsabilité incombe. Des survivalistes, est-ce qu'on en a sur le plateau? Je sais pas, dans notre public caché. Mademoiselle, comment ça va? C'est quoi ton prénom? Rachel. Ça va Rachel, tu vis où toi? À Bondy, région parisienne. Est-ce que tu es survivaliste? Est-ce que chez toi tu as fait des stocks d'eau, des stocks de conserves, des choses desséchées que tu pourras manger en cas de fin du monde? Non, pas vraiment. Est-ce que tu t'entraînes dans la forêt au cas où? Pas encore. Mais ça pourrait te donner des idées ou pas? Bah, Te dire ouais, si jamais il y a une galère quand même, il faut que je sois préparé. c'est vrai que si la situation empire, pourquoi pas? Pourquoi pas quand même? À côté, survivaliste ou pas? C'est quoi ton prénom? Boris, enchanté. Tu vis où toi, Boris? Je vis à Castres. Et en Alors. fait, j'ai un écolieu, une ferme. Ah, Et en super. fait, Est-ce qu'il y a un abri nucléaire dans la ferme? Il n'y a pas d'abri nucléaire, mais par contre, c'est vrai qu'on essaye de créer un lieu où on pourrait mieux vivre avec de la permaculture, avoir nos propres productions. Et en fait, bon, c'est aussi dans une volonté de changer aussi les pratiques, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté égoïste où on se dit si jamais ça va mal, ben, au moins on a ce lieu. Mais par contre, c'est pas un lieu individuel. Et ça, je voulais revenir par rapport à ce qui est dit souvent. Vas-y, je t'en prie, Boris. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus que juste réduire sa consommation d'eau. On peut se réunir et agir vraiment pour changer les choses. Donc nous, on le fait sur place à Castres. Voilà, bonjour Castres. Et aussi, et aussi j'essaie d'avoir des actions collectives pour changer les choses, mais c'est pas facile. Hein. Merci, Boris.
On a avec nous Daniel Picouli également aujourd'hui dans Flash Talk. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes auteur. Votre dernier ouvrage, je crois que vous êtes venu avec 90 secondes, vient de paraître chez Albin Michel. Vous avez également écrit des ouvrages pour enfants, dont L'extraordinaire voyage de Lulu, qui évoquait cette urgence de protéger la planète. C'est un thème qui vous tient à cœur. Est-ce que pour vous, l'urgence, c'est le maître mot aujourd'hui également ? J'ai écouté tout ce qui a été dit. Alors, moi, je suis un optimiste. La preuve, j'ai fait une fille il y a près de 50 ans. Et aujourd'hui, elle a 20 ans. Et quand je la regarde, c'est son énergie qui me fait du bien. Vous vous inquiétez pas pour son avenir sur cette planète ? Non, je vais faire ce qu'il faut et elle fait ce qu'il faut pour que son avenir, je ne peux pas l'imaginer. Je ne sais pas ce qui va se passer, moi. Moi, j'ai l'impression que ici, là, sur le plateau, il y a deux types d'énergie. Il y a une énergie optimiste qui semble être une énergie fossile. On a l'impression que c'est les vieux cons qui sont optimistes. Et une énergie renouvelable qui serait l'optimisme. Je crois qu'il y a d'abord deux énergies, deux belles énergies et qui mettent en mouvement. Moi, quand je dis optimiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'étais petit, on m'expliquait que pour devenir un héros, un petit héros hollandais, ceux qui habitaient... vous savez, il y a des digues comme ça, et derrière l'eau, et puis le village est là. Et on disait aux petits Hollandais, aux petits héros, aux petits gosses, si tu vois un trou dans la digue, mets ton doigt. Comme ça, le trou s'agrandira pas, appelle au secours, on t'aidera, et tu sauveras le village. C'est-à-dire, c'est l'idée de la place de chacun. Effectivement, chacun, on a envie d'être un petit héros hollandais. Mais derrière tout ça, il y a des lobbies extraordinaires et extraordinairement puissants. Moi, je trouve qu'il y a une petite planète qui s'appelle Bruxelles, où il y a plus de pollueurs, qui s'appellent des lobbyistes, que dans l'ensemble de la planète. Donc, il y a ces choses-là, tout ça, il faut le mettre en perspective. Et plus on ajoute d'éléments à mettre en perspective, plus on a l'impression d'avoir les mains vides, d'avoir les bras ballants. Ben non, je vous assure. Et je répète ce que j'ai dit au début. Quand je regarde ma fille de 21 ans, quand je puise de l'énergie dans son envie, ses désirs, ses rêves, ça me fait du bien. Donc, j'ai peut-être pas mal fait de faire une fille à 50 ans. Moi. Merci Daniel. Il se passe aussi des choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Cyril qui nous dit « Il faut une fin du monde pour que le monde se prenne en main ». Ah bah tiens, ils se prennent en main aussi. Ceci, notre community manager Damien qui vous a posé une question via notre Instagram officiel @FlashTalkOff. Les deux questions en sondage s'il te plaît. Alors, sauver la planète, y a-t-il vraiment urgence, oui ou non? Et les citoyens vont-ils sauver le monde? À nouveau, oui ou non? À vous de répondre. Et à côté de lui se tient Mikaya, notre dessinateur, cartooniste. Évidemment, j'imagine que ça t'a inspiré tout ce que tu entends. Ah, bien sûr, on peut commencer déjà par le climat politique en France. On voit le Premier ministre qui est devant Macron. Et le Premier ministre dit « Nicolas Hulot vient de démissionner ». Et Macron qui dit rigolard. Il était ministre de quoi déjà? Ouh là là, ce cynisme-là, c'est terrible. Hein. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Et puis Wilson Lambert a dit une chose importante sur le fait que beaucoup de gens n'ouvraient pas les yeux. Alors il y a urgence à sauver la planète. On voit une planète qui est vraiment ravagée par les déchets. On voit quelqu'un qui est avec sa combinaison. Il y a urgence à sauver la planète et lui qui dit fake news. Ah ouais, c'est tellement vrai. Un autre dessin, Mikaya. Oui, un autre dessin parce qu'on a parlé des survivalistes. Donc c'est un peu particulier. J'ai imaginé un survivaliste qui va voir son psy et qui dit « Je suis un survivaliste égoïste et consumériste et je veux devenir un survivaliste solidaire et décroissant. » Et le psy qui dit « Mon métier devient de plus en plus compliqué. » Ah ouais, ce psy qui est en PLS là d'ailleurs, le pauvre. Sonia, c'est à toi. Oui, Raphaël, moi je suis avec Corinne. Je sens que Corinne ne va pas vraiment partager votre optimisme, Daniel Picouli, puisque Corinne Maillard, vous êtes auteur de No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfant. Bon, alors, c'est mal barré pour moi. Corinne non, je ne l'ai pas lu encore. Bah, du coup, je ne suis pas hyper motivée en ce moment. Vous allez me l'offrir. Alors, il ne faut plus faire d'enfants, c'est ça? C'est-à-dire, non, enfin, je pense qu'il faut poser la réflexion de façon globale. Effectivement, les ressources s'épuisent et on est de plus en plus nombreux. Donc, il y a quand même un souci. Et en effet, je pense qu'il faut quand même se poser la question du nombre d'habitants sur cette planète. Et est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur cette religion d'ensemble de la croissance démographique, de la croissance économique qui équivaudrait au bonheur, puisque c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années. Et on a été dupes aussi, il faut bien dire. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à la question de la fécondité, de la natalité et du nombre finalement d'habitants par rapport à des ressources qui s'amenuisent. C'est ça le principal problème aujourd'hui de la planète. La première menace, c'est la fécondité, la démographie?
Non, ce n'est pas la première. La première menace, c'est le capitalisme qui est en train de tout détruire. Il faut dire les choses clairement. Et après, effectivement, c'est mis en place un modèle économique dans lequel on vit et auquel on a contribué, il faut bien le reconnaître aussi, qui est en train, en effet, de tout ravager. Puisqu'on voit bien les dégâts sur l'environnement, la pollution. Et en fait, tous les indicateurs sont au rouge. Donc il y a une réflexion à avoir sur, globalement, sur les ressources, sur notre mode de vie, sur le type de gouvernance qu'on veut mettre au pouvoir et sur le fait d'avoir ou pas des enfants. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut limiter le nombre d'enfants par femme, c'est ça, pour limiter la démographie galopante? Non, je pense qu'il faut déjà débattre et en parler sereinement, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de réfléchir. Je crois que c'est très important. La première étape, c'est de débattre, d'en parler et surtout d'en parler autrement. On est là pour ça et je suis sûre que vos propos vont faire réagir dans le public. Raphaël, vous êtes où? Eh bien moi, Sonia, je me balade sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Juste derrière moi, vous reconnaissez peut-être la géode. Elle est magnifique. Et les propos de Corinne, justement, font réagir aussi sur la toile avec le hashtag FlashTalk. Garce indolente, nous dit par exemple, il faut arrêter de procréer. Si on n'était pas autant à bousiller la planète, elle se porterait un peu mieux. Bonjour, je suis Raphaël de l'émission FlashTalk. C'est quoi ton prénom? Odile. Odile, tu vis où toi? À Paris. Eh ben voilà, c'est l'émission Flash Talk. On arrive avec nos smartphones. On débat de la fin du monde aujourd'hui. Et en plateau, à l'instant, on a Corinne qui nous a dit pour sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah ben non, moi je pense le contraire. Il faut au contraire faire beaucoup d'enfants parce que maintenant, avec l'exploration dans l'espace, on risque de trouver d'autres planètes et d'autres lieux de vie. Alors continuons, vivons. Bah oui, parce qu'il faudrait aller coloniser les autres planètes, aller les habiter. C'est ça? On pourrait, oui. Oui, de même qu'il y a eu les grandes découvertes et on a découvert d'autres continents, et ben maintenant on va trouver d'autres planètes. Merci en tout cas de ce témoignage. C'est pas n'importe lequel, puisqu'on est ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On parle souvent de l'espace, je m'attendais pas à ça. C'est plutôt pas mal, alors que je rejoins Valérie de Univers Science. Comment ça va, Valérie? Super bien, bonjour. Bon, on est évidemment là devant un bassin que j'avais jamais remarqué, pourtant je me balade souvent ici avec ces panneaux Agissons aujourd'hui pour demain. C'est quoi les projets de la Cité des Sciences et de l'Industrie en matière d'environnement? Alors la Cité a plein de projets en matière d'environnement, mais celui-là est particulièrement intéressant. Et c'est un test, une expérimentation. La question qu'on se pose ici, c'est peut-on avoir une alternative au traitement chimique de l'eau? Donc on a arrêté de traiter l'eau et on a mis au travail les plantes. Donc les plantes que vous voyez là, elles sont installées sur des radeaux. Leurs racines traversent ces radeaux qui sont en bois et l'action des plantes agit directement sur la qualité de l'eau. Bon, il n'y a pas que, je vous assure, les magnifiques carpes koi qui sont dans ce bassin qui profitent de tous ces aménagements. Merci Valérie. C'est à toi Sonia. Alors, comme prévu, les propos de Corinne Meyer suscitent beaucoup de réactions autour de ce plateau. Vous vouliez réagir? Oui, quand on était 1 milliard sur la Terre, on disait déjà qu'on était trop nombreux. Aujourd'hui, les femmes sur la Terre, elles font 2 fois moins d'enfants que leurs mères. C'est-à-dire qu'il y a de la moitié des pays du monde où le renouvellement des générations n'est pas assuré. Donc il faut arrêter de dire, moi je suis très heureuse que vous ayez un bébé. Je vous remercie. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Ça veut dire que vous croyez en l'avenir. Et cet enfant, il vivra probablement dans un monde bien meilleur que celui qu'on a connu, comme nous vivons dans un monde bien meilleur que celui dans lequel vivaient nos parents. J'aimerais bien en être sûre, mais je ne suis pas totalement persuadée, moi non plus. Alors, Thierry Coste est parmi nous également aujourd'hui. Thierry Coste, vous êtes un ancien agriculteur, vous êtes devenu le représentant de la Fédération nationale des chasseurs et vous avez été le déclencheur de la décision de Nicolas Hulot de quitter le ministère de l'écologie. Vous êtes un lobbyiste, un de ces lobbyistes dont on parlait tout à l'heure, totalement assumé. Je suis un lobbyiste totalement assumé. Effectivement, Nicolas Hulot n'a pas aimé le dernier tête-à-tête qu'on a eu ensemble. Mais moi, quand j'entends ce discours, moi j'adore les lanceurs d'alerte parce qu'ils sont nécessaires et ils l'ont toujours été. Mais ce qui m'inquiète toujours, c'est la différence entre les lanceurs d'alerte et ceux qui conduisent les actions. Moi, je suis affolé. Quand je vois un ministre qui se tire au bout de 15 mois, c'est choquant. On va peut-être laisser Nicolas Hulot tranquille, il n'est pas là pour se défendre et c'est pas vraiment le sujet. Si, c'est le sujet. C'est pour montrer juste que c'est difficile de faire changer le monde, c'est difficile de faire changer les comportements. Mais il y a 2 scénarios. Soit on se contente d'être des veilleurs, des lanceurs d'alerte, soit on met les mains dans le cambouis. Et quand on met les mains dans le cambouis, on n'a pas de peau. C'est toujours des compromis.
Alors vous mettez les mains dans le cambouis? Mais bien sûr, mais voyez comme les lanceurs d'alerte, regardez comme les lanceurs d'alerte deviennent agressifs. S'ils veulent que le monde change, moi j'adore notre ami Wilson Lambert, mais Lambert-Wilson, faut arrêter juste de toujours tirer la sonnette d'alarme et se dire on agit. Moi, vous voyez, je défends les chasseurs, mais lorsqu'on a vu les néonicotinoïdes, on s'est dit, mais il faut arrêter ça, il faut qu'on se mobilise. On s'est mobilisé avec les apiculteurs. Alors bien sûr, des ONG ont signé des pétitions, mais ça ne sert à rien. On a permis l'interdiction des néonicotinoïdes dans la loi parce qu'on s'est battu. Bien sûr que c'est un compromis à chaque fois. Moi, ce que j'ai toujours du mal à comprendre, c'est que des gens ne veuillent pas se réunir. Vous voyez l'intolérance, comme ils réagissent. C'est hallucinant. Moi, désolé, je me sens totalement... Vous êtes tous autour de ce... On n'est pas obligé de s'énerver. On peut se dire qu'on est tous autour de ce tapis aujourd'hui, que vous avez tous la parole, et que Corinne Lepage vous écoute, Lambert Wilson aussi. Je pense que d'ailleurs, ils vont vous répondre. Sonia, justement, Thierry, moi, je suis au milieu des intolérants qui sont là avec moi. Qui a envie de prendre la parole le premier? Alors, Julien. Non, moi j'aime bien quand on parle de la chasse comme une régulation des populations. En fait, il faut juste savoir qu'il y a 14 millions de faisans qui sont élevés spécialement pour aller en forêt, pour aller se faire exploser 2-3 heures après être relâchés. Ou 48 heures après. Enfin, voilà. Donc la chasse en France, c'est 30 millions de morts, d'animaux morts, 30 millions d'animaux morts par an. C'est 5000 tonnes de plomb balancées dans les forêts. Et c'est 30 morts humaines par an d'accidents de chasse. Donc après, monsieur à côté essaye de défendre ça comme quelque chose qui est une vertu. Ça n'en a absolument aucune. Il y a la biodiversité au niveau des forêts, la biodiversité complète. Enfin, on peut le prendre sur plein d'aspects. Elle est à l'agonie partout. Et on a quelqu'un sur ce plateau qui défend le fait de continuer à tuer. Voilà, je laisse les spectateurs seuls juges, quoi. Moi, je peux juste réagir. Je parlais des... Vous voyez comme ils oublient vite. On a un vrai sujet qui sont le glyphosate, les néonicotinoïdes. Si le monde de la chasse... Des pesticides qui sont accusés notamment de tuer les abeilles. Et puis, pas seulement les abeilles. Donc, si des gens qui vivent à la campagne, qui aiment la chasse, mais qui aiment aussi leur territoire, qui sont passionnés par leur territoire, si ces gens-là se disent « Ok, on va être beaucoup plus raisonnable, on va se comporter différemment, mais on va mobiliser notre force pour défendre les apiculteurs, pour faire en sorte qu'on change les pratiques agricoles. » Mais c'est vachement bien. Et au lieu de dire « ces salauds de chasseurs », on se dit « Ok, ils commettent des excès, mais il y a d'autres manières de voir. On peut aussi penser que c'est grâce à ça qu'il y a une véritable police de la chasse, une véritable police rurale. » Donc il faut sortir de ce cadre-là. Mais il y a urgence. Et là, je suis d'accord sur l'urgence. Corinne Lepage a bondi du tapis pour venir se placer au centre. Corinne, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, dont acte, c'est bien que les chasseurs se soient mobilisés contre les néonicotinoïdes. Si les écologistes ne l'avaient pas fait avant et depuis très longtemps, ils ne seraient pas venus. Mais enfin, c'est bien. Prenons acte. Par contre, j'observe que le lobbyisme acharné auquel nous avons assisté a permis que, à cette fin de mois de septembre 2018, sorte une série d'arrêtés pour autoriser à tuer des oiseaux qui jusque-là n'étaient pas autorisés, comme si on n'avait pas suffisamment de perte de biodiversité. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que des gens aient envie de chasser. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, admettons. Mais très franchement, quand on est en face d'une... c'est même plus de la perte, hein, c'est une catastrophe de biodiversité. Aller lobbyer pour avoir le droit de tuer plus d'espèces d'oiseaux qu'on était autorisé à en tuer avant, franchement, je ne comprends pas ça. Vous voulez faire disparaître les oiseaux, Thierry Coste? Non, pas du tout. Au contraire, on est favorable à ce qu'il y ait de plus en plus de haies, de chemins ruraux et qu'il y ait de plus en plus de diversité. Madame Corinne Lepage, j'étais ministre de la chasse, elle a dû l'oublier, parce que quand on est ministre de l'écologie, on est ministre de tutelle de la chasse, et ça se passait très bien d'ailleurs quand elle était ministre. Hein, et On n'a pas entendu, elle n'avait pas le micro. Répétez ce que vous venez de dire. Accompagné des chasseurs dans mon bureau, et je vous avais dit à l'époque que je ne recevais pas les lobbyistes. Mais pourtant, vous m'avez reçu. Alors, c'est ça le drame. Mais je vous rassure, Nicolas Hulot m'a toujours reçu jusque le jour où il est parti. Voilà. Donc mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que d'ailleurs dans un bouquin pour dire que j'étais un ministre épouvantable à cause de ça. Ah mais ça c'est vrai que parfois j'ai écrit des choses épouvantables parce que je suis un lobbyiste, donc je suis nécessairement le méchant. Sauf que moi je défends la défense de la nature depuis belle lurette. J'ai monté des associations de protection de la nature. Je défends des fondations de protection animale parce qu'il faut changer les pratiques. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais arrêtez de pratiquer l'intolérance. Moi ce qui m'énerve, c'est l'intolérance. Je vous ai rendu Madame.
je vous ai rendu grâce, monsieur, pour les néocotinoïdes, parce que c'est bien et qu'il faut le reconnaître. Eh ben, il faut mais qu'ils en quand fassent je plus. considère que c'est franchement charrié ce que vous faites, je le dis de la même manière. Moi, Sonia, je suis avec celui que Thierry Coste a renommé Wilson Lambert. Non, vous prenez, monsieur, la tolérance, mais c'est surtout, je tiens à signaler que c'est surtout monsieur Macron qui a été très tolérant avec vous. En parlant de tolérance, il vous a vraiment fait une place royale et il a été d'une très grande tolérance avec vous, effectivement. On va se faire une petite pause. On va aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux puisque la fin du monde approche et les réseaux sociaux la prennent, eux, plus ou moins au sérieux. Revue de tweets avec Juliette Jean et son Story Flash. La planète est en danger. Et face au déni des politiques, Harrison Ford pousse un coup de gueule. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. En attendant la vraie fin du monde, certains s'y croient déjà. Pour Larbi, c'est un scénario de finale de Koh-Lanta. Vous n'êtes plus que 3. Qui remportera le totem d'immunité ? #Koh-Lanta-Montargis. Pour l'acteur Rob Delaney, il faut profiter des derniers instants. Je fais des blagues sur la fin du monde, mais en fait, je suis terrifiée. Je coucherai avec n'importe qui me rejoindra dans le van garé à cette adresse. Alors si vous voulez éviter de finir dans un van obscur avec le premier venu, mieux vaut la retarder cette fin du monde. Orelsan et Grinch, par exemple, sont de vrais amis de la planète. Moi je bosse pas donc je prends pas la bagnole. Du coup je gagne pas de thunes donc je prends pas l'avion. C'est pas comme si je prenais des douches tous les jours non plus. Pour ce qui est de l'eau du robinet, on boit de la bière. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre elle se porterait bien mieux. Et comme le dit Zelda Doran, la Terre devrait mieux se porter vu tout ce qu'on fait pour elle. Marche, flashmob, hashtag. Au moins on pourra dire à nos enfants qu'on a vraiment tout essayé pour sauver la planète. Mais est-ce à nous, citoyens, de faire tous les efforts ? J'ai repris ce dessin de Mikaya. Regardez, j'ai le sosie juste à côté de moi qui est là. Merci Laurent. Ça va Laurent ? Oui, très bien Raphaël. Laurent, apiculteur, originaire de la Martinique, basé à Paris. Et je disais, justement, pour reprendre, les abeilles, on le sait, en danger aussi, sentinelles de la biodiversité. C'est ce que tu dis, toi, avec l'association que tu as lancée qui s'appelle Bee Happy Miel, apiculteur sur les toits de Paris. Tout à fait. En fait, l'abeille a ce rôle de pollinisation, mais il y a une cinquantaine de pollinisateurs en fait, autour de l'abeille dont on parle très peu. L'intérêt d'en parler à travers l'abeille, c'est qu'à la fin, il y a une récolte de miel et la quantité de miel produite peut nous donner un indice sur la qualité de l'environnement des ruchers. Et aussi, c'est aussi une façon d'aller vers le citadin et de l'impliquer dans ses gestes du quotidien et de lui dire attention, quand on a telle ou telle pratique, pour 3 pucerons sur des géraniums, on ne met pas 1 litre de produit dont on ne connaît pas l'origine. Donc c'était l'idée. Je sais que tu reçois justement sur les toits aussi des familles, des gens qui viennent voir c'est quoi le métier, l'activité d'apiculteur. Est-ce qu'il y a aussi une démarche environnementaliste et écologiste de la part de ces gens de venir voir justement les abeilles ? Tout à fait. En fait, c'est souvent en plus un mix dans les générations, avec les petits ambassadeurs à partir de 4 ans qu'on fait visiter nos ruchers, qu'on explique ce que fait l'abeille et les générations se passent un peu le relais comme ça sur ces valeurs-là à travers l'apiculture. Et moi, c'est ce qui m'a plu, de proposer des actions locales, parce que quand on entend parler à l'autre bout de la terre, ça va craquer. On se sent un peu dédouané ici, en fait, à se dire, voilà, c'est à l'autre bout de la terre, c'est dans l'écran de télé que ça se passe. Donc aujourd'hui, on propose là des actions locales et on propose de venir voir dans les ruchers comment ça se passe. Si vous n'êtes pas loin de Paris, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà fait la visite Bee Happy Miel. Récolter du miel, enfin, on apprend plein de choses, en tout cas. N'hésitez pas à contacter notre ami Laurent. Valérie Faudon est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Valérie, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. On a parlé des lobbies tout à l'heure, on avait un lobbyiste des chasseurs. Est-ce que vous considérez, vous, comme une lobbyiste du nucléaire ? Ah non, je considère que je suis une ingénieure et je crois aux solutions. Je voudrais faire 2 petites remarques par rapport à l'ensemble du débat qu'on a eu. La première, c'est qu'on a tendance à penser, où on débat, on a presque un débat de riches.
on se dit la solution, c'est de moins consommer. Je pense qu'il faut rappeler que dans le monde, il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ne pas avoir l'électricité, c'est ne pas avoir accès à l'eau potable, c'est ne pas avoir accès à la santé, c'est ne pas avoir accès à l'éducation. Donc on ne peut pas aller voir ces gens en disant consommez moins. Aujourd'hui, ils n'ont pas accès à l'électricité. Moi, j'ai rejoint l'énergie nucléaire, je suis ingénieure, et le nucléaire, que les écologistes n'aiment pas traditionnellement, il se trouve que c'est un moyen de produire énormément d'électricité sans émettre ces fameux gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Vous me faites une réponse de lobbyiste, là? Pas du tout, je vous fais une réponse de personnes engagées et convaincues. Vous savez, C'est le nucléaire qui va sauver la planète, c'est ça que vous dites? Je peux vous dire que dans mon industrie, il y a beaucoup d'experts techniques, mais on est tous convaincus et les gens, ils ont vraiment le sens qu'ils travaillent pour l'intérêt général et que justement, ils vont produire de l'électricité bas carbone qui est bonne, justement contre le réchauffement climatique. Et tous les jeunes qui nous rejoignent dans l'industrie, ils ont vraiment ça à cœur. Alors, est-ce qu'il est convaincu, Elliot, qui est là? J'ai l'impression que ce grand soir me dit non. Non, j'aimerais bien. Le nucléaire, c'est un sujet très intéressant, notamment parce qu'en France, on est complètement dingue du nucléaire, on est drogué au nucléaire. On a construit des milliers de logements dans les années 70, 50 à 70, sous l'impulsion de De Gaulle, pour justement qu'on ait des logements qui consomment énormément d'électricité, qui soient chauffés avec des grille-pains, soient pas isolés, pour qu'on puisse construire plus de nucléaire. Et donc maintenant, on a un problème parce qu'on est coincé. En revanche, la question du nucléaire, elle est intéressante aussi, presque philosophiquement, parce que le nucléaire n'a pas d'influence directe sur le climat. Et on pourrait se dire effectivement que c'est une énergie intéressante pour temporiser en attendant qu'on construise des alternatives. Et c'est là qu'il faut, pour moi, parce que je suis contre le nucléaire, il faut penser au-delà de simplement la question climatique. L'enjeu, c'est plutôt quelle civilisation on construit. Et puis surtout, économiquement, ça ne tient pas. C'est un gouffre financier. Et donc, à se convaincre en se disant on a le temps parce que le nucléaire nous permet de gagner quelques années, en fait, on s'enferme dans ce piège. Ça nous permet de gagner un peu de temps, peut-être, on peut se dire ça, mais c'est un piège et il faudra en sortir un jour. Et donc, il faut commencer maintenant à en sortir. On est déjà très en retard. En fait, moi, ça me choque un peu, excusez-moi, mais on est en train de se dire, le problème numéro 1, c'est le réchauffement climatique. Il se trouve que la France, parce qu'elle a le nucléaire aujourd'hui, c'est le grand pays industrialisé le moins émetteur du G7. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se fixer des priorités. Voilà, il faut se dire, c'est quoi le grand problème? Est-ce que c'est un outil que je peux utiliser? Il se trouve que nous, on l'utilise et que grâce à ça, on émet aujourd'hui 2 fois moins que nos voisins allemands qui sont en train de fonctionner au charbon. Lambert. Je me donne l'image des gens qui rangent les poussières en faisant le ménage chez eux sous le tapis, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'émissions, mais il y a des déchets. Et ces déchets, on ne sait pas quoi en faire. On les gère. Oui, il y a des émissions sur la chaîne pour extraire mais non, vous les gérez pour pas. ensuite traiter les centrales, pour les faire fonctionner, pour les démanteler. Tout ça n'est pas compté dans le calcul nucléaire. Donc, mais bien sûr que si, c'est tout le temps la chaîne de vie audité. qui est problématique dans le nucléaire. Non, la question des déchets, parlons de la question des déchets, c'est vraiment important. Ouais, en amont, aujourd'hui, les la déchets qui problématique. posent problème pour le réchauffement climatique et pour la qualité et la respiration, la pollution de l'air, ce sont les déchets du pétrole, du gaz et du charbon. Pour conclure parce que sur moi, j'ai l'électricité, Corinne je Lepage pense qui qu'il dit faut réduire simplement. Il faut consommer moins. C'est pas consommer mieux, c'est consommer beaucoup moins. Et donc sortir aussi du nucléaire. Vous vous dites, Corinne Lepage, non, on ne les gère pas les déchets, c'est ça? Bien sûr que non. Pour l'instant, on les stocke. On voudrait les mettre sous terre avec. Ça coûte 35 milliards et on n'a pas la queue d'un pour les payer. Donc le problème n'est pas du tout résolu. Les autres, on les envoie. On en envoie énormément en Russie. Voilà, non, c'est absolument pas géré. Mais et c'est pour des centaines de milliers d'années. On parle du long terme. C'est pour des centaines de millions d'années. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le nucléaire diminue partout dans le monde. Heureusement, il n'y a que nous, le village gaulois nucléaire, qui pense que c'est la solution d'avenir. Mais comme le nucléaire va coûter environ 3 à 4 fois plus cher que le kilowattheure solaire, on va être obligé, comme les autres, de l'abandonner. Vous aussi, vous réagissez pas mal sur les réseaux sociaux et on vous avait demandé justement de réagir à notre sondage, Damien, sur Instagram. Oui. Alors, les résultats, sauver la planète, y a-t-il vraiment urgence? 94% oui. En revanche, les citoyens vont-ils sauver le monde? Et là, je pense qu'on rejoint un peu le pessimisme de Lambert Wilson. À peine 56% oui, et donc 44% non. C'est quand même très tranché. À côté de Damien, il y a Mickaël, lui aussi. Il a regardé l'émission. Son crayon, ses stylos aussi se sont laissés porter sur cette page blanche. Et voici le premier dessin. Eh bien justement, je réponds à la question, les citoyens vont-ils sauver le monde? Un couple avec plein de courses qui dit « D'accord, tant que ce n'est pas pendant la période des soldes. » Ça c'est salaud, ça. Alors un autre dessin.
Et puis on a parlé aussi des énergies fossiles tout à l'heure. L'écologie est-elle trop alarmiste? On voit un oiseau qui est englué dans du mazout et qui dit une question pareille, c'est de l'humour noir. Un autre dessin alors, Mikaya? Oui, pour finir, un homme qui regarde un nouveau jour qui se lève, et puisque la fin du monde n'a toujours pas eu lieu, et qui dit la misère, la corruption, la barbarie, l'intolérance, le fanatisme, la faim, la maladie et la mort sont toujours là. J'ai l'impression de te reconnaître sur le rebord de cette falaise, Mikaya. C'est ça, étonnant, me dit-il. Allez, il est temps d'appeler Jean-Baptiste Ciossa, notre humoriste du jour, qui va venir conclure les débats. Jean-Baptiste, c'est à vous. Je vous donne mon micro. Vous n'en avez pas? Bonjour à tous. Alors, je suis chargé de vous faire rigoler avec tout ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est moi Jean-Baptiste. Alors, j'étais agriculteur et dans le Périgord noir et aujourd'hui, je suis comédien dans le Marais. Alors, vous verrez que la comparaison est louche. D'un côté, j'ai mes copains bobos parisiens qui vont dire... Tu vois, l'écologie aujourd'hui, elle est prise en étau entre une responsabilité totale du consommateur et une irresponsabilité totale du capitalisme. Tiens, si on allait au Starbucks, aujourd'hui, ils ont leur nouveau petit pot d'automne avec courges et petits ronds, ça m'a l'air super sympa. Et de notre côté, évidemment, on a nos amis chasseurs, premiers écologistes de France. Applaudissements, s'il vous plaît. Ouais, bon, les gars, va quand même falloir faire attention à la compensation carbone hein, avec les safaris en 4x4. Et puis, les cartouches dans la nature, moi, j'ai une vache qui en a bouffé une fois, ça l'a pas vraiment équilibré au niveau de la digestion, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Comme nous l'a très bien dit Lambert Wilson et les autres, on est tous sur le même bateau, on vogue tous dans la même mer, et si on ne se tient pas la main et qu'on agit vite, eh ben on finira tous dans la même merde. Merci. Et ces applaudissements sonnent déjà la fin de cette émission, Sonia. Et oui, on a essayé de terminer par un message d'espoir. On va dire que c'est moyennement réussi. En tout cas, l'émission est terminée, mais le débat lui continue sur les réseaux sociaux, sur le hashtag FlashTalk. Il y a Lemia5K qui nous dit « Vous jouez les activistes en mode « Il faut sauver la planète », mais vous bouffez des kilos de viande et de Nutella. » Oh non, Nutella, non. Pas toi, moi. Pas moi. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très vite. Très vite, évidemment, sur François, la chaîne parlementaire. Salut! Mm-hmm.